Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité d'abord. Et ce que je peux vous dire, c'est que les résultats de cette présentation, c'est vraiment une présentation data-driven, hein. Il n'y avait pas d'hypothèse. Et c'est ce que j'ai trouvé en regardant la littérature qui n'est pas du tout facile. Alors, je vais quand même dire un petit mot en fait de la physiopathologie et des études de preuve de concept sur l'efficacité des stimulations non invasives dans l'aphasie. Après, je vais vous présenter en fait les données sur toutes les études, que ce soit de la TMS ou de la TDCS, qui ont fait une inhibition du broca droit et quelques-uns en même temps une stimulation du broca gauche. Toutes les études qui ont des données individuelles. Donc ça a permis de faire une espèce de méta-analyse sur les données individuelles. Ensuite, je vous parlerai d'une étude récente qui a été publiée en TMS par Gder en 2014, qui est un Égyptien. Et puis après, évidemment, les gens dans l'aphasie, ils ont aussi stimulé verniqué d'autres zones, inhibé verniqué droit, stimulé verniqué gauche, etc. Mais là, il n'y a pas assez de données individuelles pour faire une analyse sur méta-individuelle. Donc j'ai regardé l'effet moyen dans chacune de ces études et puis essayé de voir si on trouvait quelques explications à ces effets moyens, en sachant que c'est une littérature qui est très, très hétérogène sur des petits groupes de patients. De plus grandes études, je pense qu'il y a 40 ou 50 patients. Plus petites, il y en a 4. Donc, Alors, bon, l'aphasie, ça c'est un patient qui avait donc une grosse lésion et qui était resté avec une fluence verbale nulle pendant 2 mois. Et puis, petit à petit, il s'est amélioré. En fait, il avait bénéficié, c'était Racine, mais d'une technique de rééducation un peu particulière, qui était un programme de rééducation, et ça l'avait débloqué. Et vous voyez qu'il s'est amélioré considérablement et pendant très, très, très longtemps. Alors, ces récupérations, elles sont évidemment très variables d'un sujet à l'autre. Et on peut se poser la question, dans la récupération et les mécanismes, quel est le rôle de la latéralisation initiale du langage? Parce qu'évidemment, les gens, à l'absurde, qui ont une latéralisation complète à droite du langage, qui font une lésion gauche, ils ne sont jamais aphasiques. Après, quel est le rôle de l'hémisphère droit dans la récupération, en particulier des gens qui sont bien latéralisés à gauche? Quel est le rôle des structures non lésées de l'hémisphère gauche? Et sur cette diapositive qui est ancienne, il manque quelque chose de paradoxal, c'est quel est le rôle du site précis de la lésion. Et en fait, vous verrez à la fin qu'une des raisons, c'est que finalement, il y a très peu de temps qu'on a des outils d'IRM, à la fois de diffusion anisotropique et de traitement d'image, qui permettent de vraiment localiser de manière raisonnable et suffisamment précise les lésions pour comprendre l'aphasie et le handicap. Alors, bon, en gros, l'imagerie fonctionnelle de l'aphasie dans les années 90 à 2000, qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré qu'il y avait des hyperactivations à droite qui étaient très probablement maladaptives, sauf chez les patients qui ont un langage bilatéral. Qu'il y a aussi un diaskisis qu'on peut voir maintenant, c'est-à-dire une anomalie du métabolisme dans des régions périlésionnelles, qu'on peut maintenant étudier très facilement en IRM avec cette technique qu'on appelle l'arterial spin labeling ou l'ASL, qui fait en gros comme des images de positrons de débit. Il y a aussi des hypoactivations périlésionnelles gauche avec ce problème de la possible inhibition transhémisphérique. Et en gros, la récupération spontanée, on pense qu'elle est liée à l'amélioration du diaskisis et à la réorganisation des activations. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme thérapeutique de la récupération? Et ça, c'est un papier qu'on avait fait avec Pascal Belin, que Pascal Belin avait fait avec Van Écoute en 1996, où en gros, on avait étudié des aphasiques qui étaent très, très, très aphasiques et qui avaient été très améliorés par la thérapie mélodique et rythmée. Et là, on avait trouvé que, en gros, que la récupération induite par cette méthode d'orthophonie était liée à une réactivation des lésions des régions préfrontales gauche périlésionnelles et qu'au contraire, l'activation de l'hémisphère droit était absolument anormale et était peut-être associée avec la persistance de l'aphasie pendant des années. Comme si, en fait, quand ils essayaient de parler, ils activaient le côté droit, et comme ils étaient bien latéralisés à gauche, ils étaient de plus en plus muets, plus ils essayaient de parler. Et puis, la conclusion de cet article, c'était que peut-être le plus important, c'est que ces patterns anormaux d'activation avaient une plasticité remarquable, puisqu'elles pouvaient être modifiées par une simple méthode d'orthophonie, en fait. Et donc, la question posée, c'est est-ce que les stimulations inhibitrices ou activatrices de certaines régions peuvent améliorer la récupération de l'aphasie?
Alors, un des premiers papiers, c'est Nezer qui l'a fait, et on voit tout de suite, en fait, le point essentiel, c'est que 2 semaines après la TDCS, il y a une petite amélioration, mais qu'il y a des effets qui se prolongent très longtemps, puisque 2 mois et 8 mois après, vous voyez que ces 3 patients-là se sont nettement améliorés. Évidemment, vous voyez que ce patient-là, par contre, il n'a pas été répondeur du tout. C'est pareil sur les tests de dénomination du BDAE. Alors, si on regarde ceux qui ont récupéré, vous voyez que c'est quand même des gens qui ont des lésions absolument massives et qu'on inhibait en fait leur hémisphère droit quand même pour faire ça. Et puis l'autre chose, c'est que quand même, quand on regarde celui qui n'a pas récupéré, c'est très difficile de faire la différence sur des images du cortex comme ça, en tout cas, entre une lésion de ce type-là et par exemple une lésion de ce type-là. On ne comprend pas bien pourquoi il y en a un qui a récupéré et pas l'autre. Donc c'est pas facile de savoir pourquoi il y a des répondeurs. Après, il y a une équipe allemande de Cologne, qui est le groupe de Heiss, qui en gros a fait de la TMS inhibitrice de manière répétée, 5 sessions, avec de l'orthophonie, chez une série d'hémiplégiques. Et en fait, il y a 3 papiers publiés dans lesquels ils ont rajouté plusieurs patients de suite. Et en gros, ils ont évidemment une situation contrôle. Et dans la situation contrôle, pendant un test de langage, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'activation à gauche et qu'il y a une activation très importante temporo-frontale droite. Et quand ils ont fait donc la TMS, ça veut dire qu'il y a une amélioration significative de l'aphasie sur le test de l'aphasie. Et vous voyez qu'il y a une diminution des activations à droite et une réapparition, pas très importante, mais quand même une réapparition des activations du côté gauche. Donc on a l'impression que ça marche. Alors il y a aussi d'autres cas, ça c'est un case report, où en fait si on active l'hémisphère gauche, ça marche aussi, et je dois dire que je ne sais pas très bien ce qu'on active dans ce cas-là, puisque quand vous voyez la lésion, n'empêche que vous voyez que l'activation de Broca et de Wernicke pour la dénomination des noms, c'est très efficace, hein, on passe de 0 en Cham, 17 à 43 mots dénommés. Pour les verbes, déjà la Cham, c'est-à-dire l'orthophonie, ça a eu un certain progrès sur la dénomination des actions, quoi. Mais que là, l'activation de Broca et de Wernicke marche, et sur la répétition chez ce patient-là, il y a une réponse absolument massive. Donc, en gros, le preuve de concept, on a quand même l'impression que ça peut marcher. Alors, si on fait la revue de la littérature, donc j'ai retrouvé 22 publications, si on retire celles où il y a les mêmes patients qui sont publiés. En tout, ça fait 429 patients, c'est quand même pas énorme, hein. 12 études de TDCS, 10 de TMS, 9 randomisés en groupe parallèle, 9 en crossover, 4 ouverts, tout et n'importe quoi. 4 à 40 patients par étude. Et puis pour les études ayant de l'inhibition Broca droit, plus ou moins des stimulations Broca gauche, j'ai récupéré des données individuelles sur 8 études, plus 4 Cham et une étude de reproductibilité d'autres études. Ça fait 131 patients et 166 conditions. Alors, il y a une chose qui a été étudiée à peu près toujours, c'est la dénomination. Donc, quand on regarde la reproductibilité en conditions Cham, contrôle, de la dénomination en nombre de mots dénommés, on s'aperçoit de quelque chose qui est assez intéressant, c'est que d'abord la répétition globalement, vous voyez, c'est 0, quoi. Si on n'a pas fait ni orthophonie ni stimulation. Et en plus, c'est que quel que soit le nombre de mots répétés par les patients, c'est-à-dire à la fois, quel que soit si on a fait un test avec simplement 20 images ou avec 100 images, et aussi si le patient était très aphasique et pas du tout aphasique, en gros, l'écart type, c'est toujours le même. Donc 2 écarts types de chaque côté, c'est 5 mots. Donc ça veut dire qu'il faut mieux regarder les nombres absolus des mots que regarder les pourcentages, parce que évidemment, quelqu'un comme ça qui serait augmenté qui avait 4 mots répétés, qui augmentait d'1 mot, bon, il a fait 20% d'amélioration, et donc finalement, en valeur absolue, c'est plus intéressant de regarder ça. Alors, quand on regarde là-dessus l'effet de la stimulation en univarié, on voit que les patients qui ne sont pas stimulés, bon, certains ont eu de l'orthophonie, en gros, l'effet c'est 0,2 et l'interquartile range, ça va de -1 à 2. C'est-à-dire qu'il n'y a que 25% des gens qui, dans des conditions sans contrôle, augmentent de plus de 2 mots. Et par contre, les patients stimulés, la médiane est 3, et il y a 25% des gens qui sont améliorés de plus de 5 mots, ce qui est archi significatif.
Après, si on regarde l'effet du nombre de stimulations, puisqu'il y a des gens qui ont fait des stimulations uniques, des gens qui ont fait 5 stimulations, c'est 1 par jour, et puis des gens qui ont fait jusqu'à 15 stimulations, 5 par semaine en général. Et vous voyez que, franchement, l'efficacité est très, très dépendante du nombre de stimulations faites, et que là, il y a un quart des patients qui sont améliorés de plus de 18 mots en dénomination. Alors maintenant, l'effet de l'orthophonie. Quand même, l'orthophonie, on sait que ça marche, hein, et l'entraînement, et on sait de plus en plus que même chez des aphasiques chroniques, si on les met dans des séquences d'orthophonie programmées sur ordinateur et tout, ils progressent en général. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un effet net aussi de l'orthophonie, indépendamment ou associé à la TMS. Alors, maintenant, si on re-regarde notre schéma là, que je vous avais montré tout à l'heure, ça c'est la reproductibilité. Et ça, c'est donc les images de reproductibilité, et c'est les patients qui ont eu à la fois de la stimulation et de l'orthophonie. Donc vous voyez qu'il y a des patients qui ont quand même été améliorés considérablement, y compris des gens qui étaient très aphasiques, puisque des gens qui répétaient que 10 ou 12 mots, ils en répètent 30 après. Enfin, donc il y a eu des améliorations très nettes. Et l'autre chose qui est, à mon avis, très intéressante, c'est qu'aucun de ces patients ne s'est aggravé. Or, c'est un peu un paradoxe, parce qu'il y a quand même dans les aphasiques, il y en a forcément des qui étaient latéralisés un peu à gauche, et donc il y en a forcément des qui récupèrent par le côté droit. Mais je pense que c'est un paradoxe un peu apparent, parce que quand on regarde chez le sujet sain, des gens, c'est Zibner, je crois, qui ont essayé, ils ont publié un papier dans PNAS dont ils donnent une interprétation dont je ne suis pas d'accord, mais en gros, ils ont essayé d'inhiber Broca gauche. Je pense qu'ils espéraient rendre aphasiques des sujets normaux. Mais ils ne les ont pas rendus aphasiques du tout. Le temps de réaction a changé un petit peu. Donc peut-être que l'inhibition par ces techniques-là peut quelquefois faire du bien, mais n'est pas suffisamment importante pour créer un handicap. Peut-être pas aussi grave qu'un infarctus. Alors maintenant, on peut regarder aussi de manière un peu dichotomique quels sont les patients qui ont eu une augmentation de plus de 3 points à la dénomination, ce qui permet de faire une analyse multivariée. Alors déjà, là, on voit que les contrôles, certains ont eu de l'orthophonie, il y en a 19%, ceux qui ont eu de la TDCS, 35%, et ceux qui ont eu de la TMS, 62%. Donc on a l'impression que la TMS, ça marche franchement mieux que la TDCS là-dessus. À mon avis, on est en partie responsable de ça avec Charlotte, parce que l'effet du nombre de stimulations, en fait, dans les études TDCS, il y en a très très peu qui sont des études répétées, et il y en a beaucoup qui sont un one-shot. Et ça marche beaucoup moins bien, et même dans l'analyse multivariée, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que... je pense qu'il faut encore faire des études en TDCS répétées suffisamment pour savoir s'il y a une vraie différence. Toujours est-il que si on regarde en multivarié, donc les paramètres que j'avais regardés, c'est l'âge, le délai depuis l'AVC par mois, le fait qu'ils aient une stimulation versus pas de stimulation, le fait qu'ils aient eu pas de stimulation versus soit de la TDCS versus soit de la TMS, le fait qu'il y ait eu de l'orthophonie associée, le nombre de stimulations et chez les CHAM, le nombre de séances d'orthophonie. Et on s'aperçoit que si on prend toutes les conditions, c'est-à-dire qu'on mélange ceux qui ont eu de la stimulation et pas de stimulation, en gros, l'odd ratio d'amélioration, c'est donc la probabilité de se rappeler plus de 3 mots, d'améliorer de plus de 3 mots un test de dénomination. Il est de 3 pour la TDCS et donc de 6 fois, ça multiplie par 6 pour la TMS. Et l'autre point essentiel, c'est le nombre de séances d'orthophonie, 0, 1, 5 ou 10 ou plus de 10. À chaque fois, ça augmente de 25% la probabilité de s'améliorer. Maintenant, si on regarde les patients qui étaient contrôle, et ça j'ai fait essentiellement pour voir s'il y avait un after effect, en particulier dans les crossovers, quand on voyait les études au début où ça s'améliorait, eh ben, on voit que l'orthophonie c'est très utile quand même. Si on ne fait pas d'orthophonie et qu'on fait des contrôles, on n'a pas d'amélioration, quoi. Mais qu'il y a un after effect, c'est-à-dire dans les crossovers où ils avaient une stimulation avant le contrôle, même si elle est faite 7 jours avant, en gros, ça multiplie par 4 la chance qu'à ce moment-là, l'orthophonie marche. Et puis le délai, il y a un petit effet qui est presque significatif, c'est-à-dire quand même ça marche un peu mieux quand on le fait plus vite, mais il faut bien voir que ça marche aussi chez des gens qui sont aphasiques depuis 5 ou 10 ans. Pas chez tous, mais chez certains. Donc ça marche probablement mieux au début, mais ça continue à marcher très longtemps après. Alors maintenant, si on regarde
que les patients stimulés. À nouveau, le fait d'adjoindre de l'orthophonie à la stimulation, ça améliore la chance que ça marche. Je vous dis, le fait que la TMS, ça marche beaucoup mieux que la TDCS, mais là, je pense qu'il y a quand même un effet sur le nombre de sessions qui ont été faites. On avait trouvé aussi dans l'étude de TDCS que les gens qui avaient une atteinte frontale étaient plus répondeurs, donc j'ai regardé là dans la méta-analyse. Effectivement, quand il y a une atteinte frontale, il y a une meilleure réponse à l'inhibition de Broca droit que si c'est des lésions temporales. Et à nouveau, le délai joue un peu. Alors en conclusion, l'inhibition de Broca droit, avec parfois la stimulation associée de Broca gauche dans 2-3 études, ça marche. Ça marche d'autant plus qu'il y a des séances répétées. Ça marche d'autant plus qu'il y a de l'orthophonie associée. Peut-être que la TMS marche mieux que la TDCS, mais il faudra vérifier. Les lésions frontales sont plus sensibles. Il y a un certain effet du délai, mais finalement, il y en a très peu où on a commencé une semaine après l'AVC ou 5 jours après l'AVC. Et on a des bons arguments, nous, cliniques, que la récupération pendant la première semaine a un impact majeur sur la outcome à 3 mois. Et donc, peut-être que si on commençait plus vite, on aurait un meilleur effet. Et puis, les études en crossover, à cause des after effects, c'est possible que ça minimise un peu les effets. Et finalement, cette histoire de dire il faut qu'on contrebalance l'ordre, etc., entre le sham et les... Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Moi, je pense que si on fait des crossovers, il faut commencer par le sham. Et puis, après, faire les vraies stimulations chez tout le monde. Et on éviterait d'écraser les effets. Alors maintenant, je vais vous parler de cette étude qui a été publiée cette année, en fait, où lui, il a fait des stimulations bihémisphériques, enfin des stimulations bihémisphériques inhibitrices à droite et activatrices à gauche, et il a randomisé des patients, et il a fait une étude en double aveugle en Égypte, à Souan, je crois. Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il est parti de 47 patients qui ont été explorés, et il en a quand même randomisé 30. Donc, il y a quand même un bon succès, quoi. Il en a perdu de vue qu'un seul, et en gros, il y avait 10 sessions, et il a analysé après les 10 sessions à 1 mois et à 2 mois après. Et donc, c'était comme ça, et le training, c'était naming, verbal fluence, répétition et sentence-répétition, à chaque fois après chaque épreuve. Et un des tests qu'il a utilisé, beaucoup d'entre vous le connaissent sûrement, c'est l'aphasie Global Severity Scale de BDAE. Mais donc 0 et 1, c'est des aphasies vraiment très sévères, en gros, qui ne parlent pas. 2, c'est des patients à qui on peut discuter un peu, mais la communication est très, très difficile. 3, bon, j'ai traduit en français, 3, les gens ont un langage quotidien qu'ils peuvent utiliser, mais sont franchement handicapés sur le plan du langage. 4, ils sont gênés, mais ils ne sont pas handicapés dans la vie courante. Et 5, ils ont des troubles absolument mineurs, donc quelquefois ils ne se rendent compte qu'eux-mêmes et pas l'examinateur. Alors, si on regarde le baseline, vous voyez que c'était des aphasies très sévères au début, 0,47, 0,50, et que le groupe sham, il s'est amélioré de 0,9 points, et surtout le range de l'amélioration, c'était que de 0 à 1 point sur cette échelle d'aphasie. Et par contre, le groupe traité, il s'est amélioré de 1,8 points, et que le range d'amélioration, c'était de 0 à 4. Donc il y en a qui ont quand même eu pas tous ont été répondeurs, mais il y a des patients qui ont eu des améliorations absolument spectaculaires dans le groupe traité. Et quand on regarde un autre test qu'il aime bien, il ressemble à un test qu'on a développé nous, c'est un vieux test en fait de score de langage, mais qui est faisable sans aucun matériel, qui est comme un NIH score, mais pour l'aphasie, qui se fait en 3 minutes, dont le maximum est à 20, donc 20 c'est des aphasiques très très graves. Vous voyez que post-stimulation, 1 mois et 2 mois après, il y a une nette différence qui est tout à fait significative entre le groupe traité et le groupe non traité. Et que cette amélioration, elle a porté... Déjà, l'amélioration spontanée de la compréhension est meilleure que celle de la répétition, donc c'est logique, c'est un argument pour penser que c'est des données qui ne sont peut-être pas totalement truandées, parce que c'est ce qu'on peut s'attendre, quoi. Et que là, il y a franchement un effet net sur la compréhension, mais aussi sur la répétition, sur l'influence verbale et sur la dénomination dans le groupe traité.
Alors pour la dernière partie, si on regarde toutes les stimulations non invasives, il y a des gens qui ont stimulé Broca, inhibé Broca, stimulé Wernicke, inhibé Wernicke, fait à gauche, fait à droite, unique, multiple, orthophonie, sans orthophonie. Et donc on peut regarder l'effet STIM moins l'effet sham, c'est-à-dire la différence de score pré, post moins pré, sous stimulation et dans les conditions sham. Et on trouve que ça marche, quoi. L'effet, le médian, c'est de 2,2 mots, avec un IQR de 1 à 5. Mais finalement, quand on prend tous ces paramètres-là dans une étude multivariée et qu'on regarde l'efficacité, le prédicteur de l'efficacité dans ces études-là qui sont très hétérogènes, en fait, on trouve une seule chose. On trouve que l'effet sham, plus les gens ont une réponse à l'effet sham importante, plus le bénéfice, donc à l'orthophonie, plus le bénéfice surajouté des stimulations marche. Avec le fait que même si on retire ce point qui a l'air un outliner, là, ça reste significatif. Donc, autrement dit, on peut stimuler, inhiber où on veut, etc. Là, c'est les groupes, hein, c'est plus les patients, c'est les groupes. Mais si on a un groupe de patients qui répond bien à l'orthophonie, il va être très amélioré par la TMS. Il y a peut-être, c'est pas forcément un lien de causalité, parce que comme il y a beaucoup d'études qui sont des crossover, peut-être que l'amélioration liée à l'orthophonie en sham est en partie liée du post-effect. Mais n'empêche que, bon, donc voilà. Alors en fait, Alajoanine avait raison. Hein. Il disait la rééducation dépend des possibilités conservées des activités de langage, facilitant leur utilisation bien plus que faisant ressurgir ce qui a été détruit. C'est la leçon et la rançon du type, du siège et de l'étendue des altérations cérébrales causales. Et le point le plus important actuel, c'est que les altérations causales, on peut commencer à les voir en utilisant des techniques d'imagerie modernes et de traitement d'image. Et ça, c'est un article de Charlotte Rousseau dans le service, dans lequel on avait regardé des aphasiques et on regardait ceux qui étaient restés aphasiques, en fait. Et en corrigeant pour le délai, etc., tout ce qu'on prenait, en fait, on s'est rendu compte que la zone critique, c'était une zone de substance blanche, et que c'était une zone qui cassait à la fois la voie dorsale du langage et la voie ventrale. Donc, je ne dis pas que c'est la seule région, mais que c'est une zone. Donc, probablement, pour savoir les répondeurs et tout, il faudra voir ceux qui ont plutôt des lésions de la voie ventrale. Et à ce moment-là, faire de l'orthophonie qui fait de la phonétique et stimuler la voie dorsale. Et ceux qui ont des lésions de la voie dorsale prédominante, plutôt faire de la rééducation sémantique et essayer de stimuler la voie ventrale. Et ça a des chances de marcher, en fait. Et alors maintenant, on peut regarder les choses, les connectivités de manière beaucoup plus précise. Alors c'est assez sophistiqué, ça c'est sur un patient, des sujets normaux. Mais vous voyez que lors d'une tâche de répétition, les modèles, c'est aussi un travail de Charlotte, les modèles sortent que l'input vient de l'audition, ce qui est quand même une bonne chose dans la répétition, qu'il y a des espèces d'inhibition, d'excitation positive, le vert c'est positif et le rouge c'est négatif, des deux côtés. Que par contre, il y a une petite activation vers les Broca, mais que Broca tend à éteindre les lobes temporaux, et qu'il y a une parfaite asymétrie des activations gauche-droite, avec en gros une prédominance de Broca gauche qui active Broca droite qui va activer la SMA droite, qui va elle-même activer la SMA gauche, et lequel SMA gauche va désactiver Broca gauche. Donc c'est un effet finalement négatif, hein, plus, moins. Et quand on a regardé chez ces sujets sains, qu'est-ce que ça faisait quand on faisait une TDS inhibitrice, on s'est aperçu que ça accélérait la dénomination, mais d'autant plus que la connectivité fonctionnelle entre Broca et SMA était plus importante, c'est-à-dire qu'en gros, on augmentait à ce moment-là que le fait d'inhiber cette région-là, ça diminuait finalement l'influence inhibitrice de Broca droit sur Broca gauche. Et il y avait une corrélation aussi avec le fait que le faisceau qu'allait être Broca à la SMA était plus gros en diffusion. Donc il y avait une bonne corrélation entre la connectivité fonctionnelle et la connectivité anatomique. Et c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci pour cet exposé très clair et très intéressant. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui.
Moi, une question que je me pose sur le versant moteur, parce que comme tu sais, l'aphasie n'est pas mon domaine de prédilection, mais je pense que c'est la même chose. Alors, est-ce qu'il faudrait faire la stimulation TDCS, par exemple, parce que c'est la plus simple à mettre en place dans un service, pendant la séance d'orthophonie, avant la séance d'orthophonie? Est-ce qu'il faut faire une série de stimulations TDCS et ensuite attaquer l'orthophonie 15 jours après? Ou est-ce qu'il faut faire la séance d'orthophonie pour optimiser les choses 1 heure après la séance de TDCS? C'est une question que je me pose sur la versant moteur, mais je pense que c'est les mêmes problématiques aussi sur le plan du langage. Là, les données dont on dispose, elles montrent quand même que... Parce qu'en général, ce que les gens ont fait, c'est TDCS. Alors, ils font beaucoup plus long que vous. Hein. Nous, c'est le plus court qu'on a fait, c'est un quart d'heure, mais souvent, c'est jusqu'à une demi-heure, hein, ou 20 minutes ou une demi-heure. Et TMS, pareil. Mais il y en a qui commencent l'orthophonie dès la TDCS, sous TDCS, et les autres, ils commencent tout de suite après. Et vraiment, le fait qu'il y ait ceux qui n'ont pas fait d'orthophonie, ils récupèrent moins bien. Et l'autre chose, c'est que par contre, il est clair qu'il faut faire ça tous les jours. Les gens, pour le moment, l'ont fait que pendant 3 semaines. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pendant 2 mois. Je ne sais pas à quelle période il faut... Est-ce qu'on fait la rééducation, que ce soit motrice ou du langage, pendant la stimulation TDCS ou pas? Est-ce qu'on a des données? Bon, on n'a pas de données. Il y a pas de. J'ai pas trouvé. J'ai regardé aussi, mais j'ai pas trouvé suffisamment de données dans lesquelles l'orthophonie était commencée pendant la TDCS pour pouvoir te dire si c'est mieux à partir des données existantes que immédiatement après. Par contre, le faire coupler dans le temps, c'est franchement mieux que pas le faire coupler dans le temps. Dominique Pernou. Merci beaucoup pour ce très très joli exposé. Si j'ai bien compris, je ne suis pas du tout un spécialiste du langage. Pour pour faciliter la récupération d'une aphasie, chez un hémiplégique droit par exemple, on pourrait donc exciter l'hémisphère gauche et inhiber l'hémisphère droit. Chez la plupart des patients, ça doit être vrai. Et ça doit être faux pour des patients qui ont des petites lésions, enfin qui ont des lésions moyennes. Non, c'est même pas, même des grosses. C'est à mon avis, mais ça je ne peux pas vous le prouver, à mon avis, tout dépend du degré de latéralisation initiale du langage. C'est-à-dire, et qui est très difficile de savoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un langage en partie bilatéral, pour certaines tâches et pas d'autres. Et ceux-là, il y en a peut-être qui peuvent utiliser pour récupérer les activations spontanées de l'hémisphère droit. Mais dans ce cas-là, ils récupèrent spontanément très vite. Et ceux qui n'arrivent pas à récupérer, c'est probablement que dans ce cas-là, eux, ils ont un langage qui est plus à gauche ou des circuiteries, les connexions qui ne marchent plus. Et qu'à ce moment-là, effectivement, il semble que quand on inhibe le frontal droit, ça marche plutôt mieux. Et ma question était, sachant que chez ces patients, l'hémisphère droit et l'hémisphère dominant, pour le contrôle postural, un certain nombre d'activités motrices importantes, est-ce qu'on ne court pas le risque de ralentir leur récupération sur cet aspect-là, l'aspect moteur en particulier du contrôle postural? Oui, alors, bon, j'en sais rien. La réponse est, je pense que non, parce que, encore une fois, dans ces données de la littérature, il y a un truc qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quel que soit l'endroit où on stimule, qu'on active, qu'on inhibe, etc. Il y a des fois ça marche mieux que d'autres. Il y a des patients chez qui ça marche mieux que d'autres, mais il n'y a jamais un patient qui est aggravé. Sur le plan moteur, vous n'avez pas regardé quand même? Non, on n'a pas regardé, mais je veux dire, on pourrait penser que le langage, que si ça devait aggraver sur le plan moteur, il y a forcément des gens à qui on aurait aggravé le langage. Je crois que la réponse, elle est aussi ailleurs. C'est dans la différence qu'il y a, à mon avis, dans les fonctions cognitives par rapport aux fonctions motrices, où ça va vite. C'est les 3 premiers mois, et après, il se passe quand même beaucoup moins de choses, alors que vous avez montré des récupérations sur des délais qui sont beaucoup plus longs. Oui, mais on a dit ça aussi pendant longtemps de l'aphasie, que ça ne récupérait plus. Et plus on a commencé à s'en occuper à phase chronique, etc., plus on aperçoit qu'il y a des gens qui peuvent tirer des bénéfices. Et que sur la motricité, on est plutôt passé dans le sens inverse, de s'en occuper pendant 2 ans à s'en occuper un peu moins longtemps. Auto-réalisatrice. Ouais.